Et là voilà, la petite surprise dans l'introduction du 51e podcast A, on va dire, voilà le 51e podcast B, avec donc une petite surprise avec un invité de qualité. Mais avant tout ça, bien sûr, il y a Yann qui est avec moi. Salut Yann, qui est lui présent au rendez-vous. Franche n'a pas pu être des nôtres aujourd'hui. Yann, est-ce que ça va toujours ? Bah ça va toujours, extrêmement excité à l'idée de ce qui nous attend. Tout à fait, puisque voilà un invité qui officie donc sur Téléfoot, qui est journaliste, qui est présentateur, qui est également leur spécialiste tactique et qui a écrit, en tout cas coécrit, deux trois bouquins que vous avez peut-être vus dans vos librairies préférées, notamment Dialogue, hein, évidemment, notamment l'Odyssée du 10, comment regarder un match de football avec ses amis des cahiers du football. C'est Julien Maumont qui donc officie, comme je l'ai dit, sur Téléfoot. Merci Julien d'être avec nous. Merci pour l'invitation, ça fait plaisir. Bah écoute, tu vas pouvoir parler du Stade Brestois, puisque donc j'ai appris, on est le 27 septembre dernier, et Julien Maumont tweet: les matchs de Brest sont une formidable source de plaisir hebdomadaire. Donc déjà, bah c'est agréable, hein, en tant que supporter brestois, de voir des personnes. Tu vas être un peu le représentant des spectateurs neutres qui sont régulièrement positifs autour du jeu du Stade Brestois. Voilà, et c'est agréable de voir des gens des médias qui s'intéressent au club et qui en vantent les mérites. Donc voilà, en plus généralement tu es plutôt quelqu'un de compétent, donc voilà, ça va être intéressant de pouvoir discuter autour du Stade Brestois avec toi. Pour retrouver ton tweet, j'ai aussi t'avais Julien Maumont Brest sur Twitter. Il y a aussi par séquence, c'est pas mal, Brest avec la patte gauche de Brian Pelé et les dribbleurs Belghazouani et Adnan. Là, on va pas trop en parler. C'était en 2015, donc c'est normal. D'accord. Mais okay. C'est vrai que c'était une ère un peu plus désagréable du Stade Brestois. On va parler un peu du début de saison avec Yann également, qui est toujours là. Déjà, première question rapide, pourquoi c'est un plaisir pour toi de regarder le Stade Brestois chaque semaine, comme tu le dis ? Parce que déjà, c'est une équipe qui a des principes de jeu clairs et qui sont plutôt bien appliqués sur le terrain. C'est-à-dire que quand on regarde jouer Brest, on comprend l'idée qu'il y a derrière. Alors des fois, ça donne des résultats, parfois non. Mais déjà, le fait d'avoir cette idée claire qui transparaît dans le jeu, c'est toujours agréable à regarder parce qu'on a l'impression d'avoir une équipe qui sait ce qu'elle veut, qui sait ce qu'elle doit faire, qui sait où elle va. Ce qui n'est pas le cas de toutes les équipes. Ce qui, pour une équipe comme Brest, qu'on va catégoriser en début de saison comme une équipe de ventre mou, c'est toujours agréable d'avoir une équipe qui est claire dans son jeu et dans ses idées. Et puis en plus, ces idées sont assez séduisantes à regarder parce que c'est une philosophie joueuse incarnée par Olivier Dalloglio avec la volonté d'être porté vers l'avant, de construire de manière posée au sol et combinée depuis l'arrière, avec des joueurs techniques, avec l'apport offensif des latéraux, avec aussi des formations du système en fonction de l'adversaire. Donc il y a tout un tas de choses au-delà même des idées, la manière dont c'est appliqué et puis le type de philosophie développée par le Stade Brestois qui rend ça agréable à regarder, quel que soit l'adversaire finalement, parce que autant Nîmes par exemple est très sympa à voir jouer la plupart du temps, mais contre un adversaire plus gros qui va un petit peu nuire à son approche intense, par exemple, qui est le cas de Nîmes avec ce jeu très direct, très vertical et beaucoup d'intensité. On a vu à Lyon qu'ils ont blindé derrière. Quand on voit Brest jouer contre les gros, c'est pas le cas non plus. Donc il y a aussi cet aspect contre les gros de garder cette philosophie joueuse et portée vers l'avant. Ce qui en fait une équipe vraiment très intéressante à regarder. Et est-ce que c'est aussi un plaisir parce que justement Brest laisse des espaces et que ça ouvre le match d'une manière générale ? C'est vrai qu'on l'avait vu contre Marseille notamment, c'était le premier match de l'OM en début de saison où c'était presque un but à but, où Brest projetait beaucoup en nombre vers l'avant et dans l'autre sens reprenait un petit peu des vagues en contre. Il y a peut-être c'est vrai cet aspect-là, mais d'une certaine manière, on a l'impression quand même qu'il y a une volonté de contrôle et d'équilibre qui est toujours recherchée. Olivier Dalloglio insiste beaucoup là-dessus. Alors, c'est pas toujours atteint. Il y a forcément toujours aussi cette part de risque de vouloir relancer depuis l'arrière avec des ballons perdus parfois dans des positions dangereuses. Il y a en effet des équipes qui peuvent être dangereuses en contre. On avait vu c'était à Angers notamment. Certes, la première période avait été excellente, mais il y avait aussi quelques ballons perdus dangereux et Angers n'attend que ça. C'est le type d'équipe qui
se nourrit des erreurs de l'adversaire. Et en effet, quand Brest rencontre ce qu'on peut dire des concurrents directs, en quelque sorte, pour le ventre mou ou un petit peu au-dessus, ce sont des adversaires qui n'attendent que les erreurs de Brest et donc qui peuvent du coup exposer un petit peu certaines limites. Mais il y a ce souci, comme je disais, de l'équilibre à la fois dans l'animation, la manière dont ça se déforme, il y a toujours un souci de garder une certaine assise, une certaine sécurité derrière. C'est un équilibre délicat à trouver forcément, d'autant plus quand on n'a pas toujours les meilleurs éléments individuels qui vont faire fructifier chaque situation et qui vont limiter le nombre de pertes de balles. Mais je trouve que globalement, ça s'en sort plutôt pas mal. C'est pas l'équipe qui m'a paru la plus déséquilibrée vers l'avant depuis le début de saison. On a vu par exemple Lorient en début de saison encore plus déséquilibré et se faire avoir dans son dos ou en contre-attaque systématiquement, ce qui a conduit d'ailleurs à changer un petit peu d'approche le dernier match. Ça n'a pas encore été le cas de Brest. Même si c'est vrai qu'à Nîmes, par exemple, ça avait très mal commencé, mais je trouve que l'équilibre global est plutôt bon quand même. Évidemment, si tu commences à critiquer Lorient, tu vas rapidement monter dans l'estime de nos auditeurs. Donc, c'était pas fait exprès. N'hésite pas, c'est toujours agréable, mais c'est vrai qu'à ce niveau-là, le supporter brestois est plutôt chanceux depuis plusieurs saisons, puisque je sais pas si tu regardais vraiment Brest en Ligue 2 avec Jean-Marc Furlan. Mais je ne regardais pas directement, mais c'est vrai qu'on connaît la philosophie de Jean-Marc Furlan, c'est clair, qui est un petit peu dans la même lignée de celle d'Olivier Dalloglio, en tout cas sur les principes philosophiques, l'idée de créer du spectacle à la fois pour les joueurs, mais aussi pour le public. Exactement. Avant de rentrer rapidement dans le jeu, les joueurs, l'équipe, comment tu décrirais le jeu du Stade brestois ? On sait que, par exemple, au niveau des statistiques, il y a top 5 au nombre de tirs, top 5 au nombre de passes vers l'avant. Comment tu décrirais ce jeu d'Olivier Dalloglio avec le Stade brestois ? Ouais, alors si on reprend un autre club breton, c'est en avant le Stade brestois presque. Voilà. Là, c'est peut-être le faux pas décisif, mais il y a cette volonté. Oui, c'est de porter vers l'avant. C'est pas du foot plaisir, parce qu'il y a toujours évidemment la notion de résultat qui est importante. Stabiliser le club en Ligue 1 est évidemment crucial, mais cette volonté d'être aller de l'avant à la fois offensivement et défensivement, c'est une défense en avançant, c'est une équipe qui cherche à aller de l'avant tout le temps. Alors j'ai détaillé un peu plus les principes en amont, mais s'il faut résumer, c'est ça, c'est cet allant offensif qui se retrouve dans toutes les phases de jeu finalement. Justement, tu évoques ce match face à Marseille, et il est vrai qu'ici on avait été assez emballés. Je crois même que c'est Quentin qui parlait de match référence, peut-être même d'épitome dans l'application des principes voulus par Olivier Dalloglio. Est-ce que c'est un constat que tu partages toi, ou il y a peut-être d'autres matchs, notamment depuis le début de saison, qui t'ont plus impressionné au niveau de l'application de ces principes de jeu ? Si on regarde les matchs depuis le début de saison, celui contre Lorient à domicile m'a bien plu quand même. Alors celui contre Marseille, en fait, ce qui était particulier, en effet, oui, c'était un gros adversaire. Et c'était un match vraiment sympa à suivre pour le scénario, les rebondissements et le côté très ouvert. Mais j'ai trouvé que le match contre Lorient avait globalement été peut-être encore plus séduisant sur l'application de principes sur attaque, notamment sur attaque placée. Enfin, la manière dont l'équipe a globalement, a géré le match. Alors, même celui à Dijon, par exemple, la semaine précédente était aussi un bon exemple. On a senti Brest vraiment supérieur et dans son jeu très clair dans ses principes de jeu. C'est délicat parce que c'est vrai que c'est une équipe qui est capable à la fois d'entrer dans ce rapport de force au niveau de l'intensité quand on va d'un but à l'autre, mais c'est dangereux face à une équipe comme Marseille parce que les individualités offensives sont supérieures du côté de l'OM. Donc si on laisse des espaces en s'exposant beaucoup, on risque de pas marquer autant que l'OM marquerait par exemple, même si l'OM avait surtout marqué sur coup de pied arrêté sur la première journée. Mais d'un autre côté, il y a des principes de jeu placé très clairs avec une occupation des espaces très cadrés, avec les latéraux qui occupent la largeur, les offensifs qui viennent plus à l'intérieur, parfois donc un milieu défensif qui va décrocher entre les centraux pour créer la supériorité sur la première relance. Donc il y a ce double aspect qui fait que ça m'a autant plu de voir vraiment Brest maîtriser le jeu contre Lorient ou à Dijon que de les voir aussi enflammer le match comme contre Marseille. Alors petit rappel du début de saison du Stade brestois, puisque donc Brest est 11e après 6 journées avec 3 victoires et 3 défaites, donc 2 défaites pour commencer contre Nîmes 4-0 et contre Marseille 3-2, 2 victoires pour continuer la saison à Dijon, donc tu en parlais Julien, 2-0 et contre Lorient 3-2.
Une défaite terrible à Angers, 3-2, dont on ne sait toujours pas comment ça s'est déroulé, comment Brest a pu perdre cette rencontre. Et enfin, une victoire qui a un peu compensé cette défaite à Angers, puisque pour le coup, là, on ne sait pas trop comment Brest a réussi à maintenir ce but d'avance. Yann, est-ce que tu dirais que la place actuelle est conforme à ce que propose Brest depuis le début de saison? D'un côté, moi je dirais que oui. Après, le souci, c'est qu'on a pour l'instant pas forcément joué énormément de concurrents directs. C'est-à-dire le seul concurrent vraiment direct qu'on a joué et dominé, c'est Lorient. Il y a le match de Nîmes que je mets un peu à part, mais moi ce que j'attends vraiment, c'est les gros chocs à venir, que ce soit face à Nantes, face à Reims, Strasbourg, etc. Pour l'instant, oui, c'est un très bon début de saison. Moi, je m'attendais pas forcément à mieux. T'es d'accord avec ça, Julien? On sait qu'au niveau des statistiques un peu plus avancées, on va dire que Brest prend plus de buts que ce qu'il ne devrait prendre et marque au niveau offensif, c'est à peu près égal. Est-ce que tu situerais Brest comme un club de milieu de tableau à l'heure actuelle? Bah, si on regarde les équipes qu'il y a devant, sur le papier, il n'y a rien d'infamant d'être derrière Marseille, Bordeaux, Nice ou Saint-Etienne. Quand on regarde le contenu dans le jeu, pour moi, Brest a montré plus de choses que l'OM, plus de choses que Bordeaux, que Nice et que Saint-Etienne. Donc, la 11e place, je pense que en fin de saison, ça peut être une place tout à fait satisfaisante pour un club comme Brest. On peut aussi imaginer Brest aller un cran plus haut. Alors, il y a en effet cette défense avec 12 buts encaissés déjà en 6 matchs, ça fait beaucoup. Pour vraiment se projeter dans la fin de la première partie de tableau, il faudrait sûrement se solidifier un petit peu. Mais d'un autre côté, quand on voit le jeu qui est développé, alors certes, il y a un problème parfois de régularité au sein d'un match. Ça c'est lié à Angers, c'est pour ça que le match a été perdu alors que Brest aurait dû le tuer avant la mi-temps. Au final, on peut imaginer, si ça se passe bien, Brest grappiller encore quelques places si les gros devant ne résolvent pas leurs problèmes dans le jeu. Saint-Etienne, c'est en difficulté avec les blessures, avec les départs, avec cette équipe très jeune, ça pourrait chuter et pourquoi pas passer derrière Brest. Après, dans l'autre sens, on peut aussi se dire que Lyon va peut-être remonter un petit peu. Voilà, mais on est dans les places finalement que Brest peut viser cette saison. Si ça tourne bien, on peut tout à fait imaginer Brest vers la 8e place, par exemple, en fonction de l'évolution de la saison. Parce que quand on regarde un petit peu à la fois le jeu, mais le recrutement aussi qui a été effectué, on a pour l'instant que des bons coups, pratiquement. Steve Mounier, je trouve que c'est hyper intéressant. Romain Fèvre, je trouve que c'est l'une des révélations de ce début de saison. Le Doiron, c'est une surprise de le voir autant titulaire en connaissant son parcours et d'enchaîner, il apporte avec son volume de course. Il y a plein de choses qui sont encourageantes, en tout cas sur ce qu'on voit depuis le début de saison. Et est-ce que, moi j'avais dit il y a quelques semaines que pour moi, un peu à l'image de Nîmes, Brest n'était plus vraiment un candidat au maintien. Alors il l'est parce que voilà, c'est inhérent par rapport à son budget et par rapport à la saison dernière. C'est finalement que la 2e saison en Ligue 1. Mais est-ce que tu dirais que Brest aspire à jouer un peu mieux que le maintien cette saison? Oui, je pense. Alors bon, c'est toujours difficile de se projeter, on ne sait pas comment ça peut évoluer, mais j'ai du mal à imaginer Brest dans les 3 pires équipes de Ligue 1 aujourd'hui. Je les mettrais presque dans le top 10 actuellement. Donc quand on voit Metz, alors oui, il y a Nian qui a claqué son triplé et qui marche un peu sur l'eau en ce moment, qui les porte, qui a marqué les 6 buts messins, mais quand on voit le jeu de Metz, quand on voit les difficultés de Lorient, quand on voit les difficultés de Strasbourg, Dijon qui est clairement un cran en dessous de tout le monde, même Reims qui a un début de saison très compliqué, il y a quand même ce groupe d'équipes qui offre bien moins de garanties que le Stade Brestois jusqu'ici. Et puis il y a déjà cette marge de toute façon en plus de 6 points sur le 18e et barragiste. En tout cas, moi j'espère que, compte tenu de l'approche de Brest, du jeu qui est développé, j'espère que Brest n'aura pas de soucis cette saison et que Olivier Dalloglio n'aura pas à se détourner un petit peu de ses principes pour des raisons pragmatiques de résultats et qu'on pourra voir Brest continuer à bien jouer parce qu'ils seront libérés de ce risque de relégation. Et Yann, justement, on en a parlé avec ce mercato qui offre davantage de garanties. S'il y a une blessure, il y a potentiellement un remplaçant derrière. On a aussi l'exemple de l'année dernière où les buts venaient d'un peu partout. Donc on n'est pas dépendant, un peu comme Metz, tu en parlais avec Nian ou avec Diallo l'année dernière. On n'est pas dépendant d'un joueur et notre faculté à se procurer beaucoup d'occasions en un match, je pense que offre à Brest le milieu de tableau. Alors c'est pas une garantie évidemment, mais ça peut être un objectif, Yann.
Oui, bah, très clairement. Et puis, comme au-delà même de la question de Brest, il y a un moment, il faut aussi être réaliste. Comme le disait Julien, il y a quand même des équipes qui, pour l'instant, me semblent être largement en dessous. Euh, enfin, je pense évidemment à Dijon, hein, forcément. La seule peut-être interrogation qu'on peut avoir sur Brest, c'est la gestion de l'après Diallo, quoi, qui n'a pas vraiment été directement remplacé par le recrutement. Alors est-ce que Mbok pourra directement prendre cette place de titulaire? Est-ce que Paul Lann offre un peu les mêmes garanties dans le jeu? C'est un profil un peu différent. Donc là, c'est presque l'interrogation principale qu'il y a aujourd'hui. Comment digérer l'après-Diallo? Parce qu'il a porté beaucoup par son activité, sa vivacité à la récupération et aussi dans ses projections dans le jeu vers l'avant, avec sa faculté d'élimination qui permettait de vite projeter le jeu bressois vers le camp adverse. Ça, c'est un manque qui pourrait porter préjudice, mais ça n'a pas été contre Monaco. On verra à long terme ce que ça donne. Justement, c'était l'un des points qu'on voulait évoquer avec toi. L'après Diallo, donc comme tu l'as dit, il n'a pas été remplacé, comme tout le monde le sait d'ailleurs. Est-ce que, par exemple, alors c'est diverses idées qu'on peut avoir, mais repasser Fèvre un cran plus bas, il le fait assez régulièrement, il vient chercher les ballons un peu plus bas. Est-ce que voilà, replacer Fèvre à côté de Belkebla, ça peut être une solution, même si ça pourrait voilà, mettre en danger peut-être l'équilibre de l'équipe? Ouais, je pense que c'est quand même un joueur Fèvre qui est mieux dans les 30 derniers mètres. En effet, on le voit beaucoup décrocher et se balader. Il aime cette liberté en fait, souvent quand il part de la droite, mais qui se retrouve un petit peu axe gauche pour voilà initier les actions ou être à la dernière passe. Je pense qu'il a besoin d'être libre avec des joueurs derrière lui qui sont prêts à couvrir ces dézonages et à équilibrer un peu tout ça. Je pense que le voir un cran plus bas, ça pourrait le brider, surtout quand on sait ce que demande Olivier Dalloglio à ses milieux. Il y a souvent un milieu qui décroche entre ses centraux, donc Diallo étant parti, on risque sûrement de voir Belkebla occuper ce rôle-là. Et le deuxième milieu sert un petit peu de point de fixation un cran plus haut, ça crée une sorte de 3+1 derrière les deux attaquants adverses, par exemple, face au 4-4-2 que Brest peut souvent affronter en Ligue 1. Et donc le deuxième milieu n'a pas vraiment un rôle de projection vers l'avant et de création, c'est plus un leurre presque pour fixer les adversaires et permettre de contourner le bloc par les centraux qui se sont un peu écartés. Donc je pense que Fèvre il est plus à l'aise dans ses positions avancées, mais c'est vrai qu'en tout cas, il y a un dilemme un petit peu dans le terme de construction d'effectifs. On évoquait le recrutement intelligent. Il y a beaucoup de joueurs pour les postes offensifs, avec en plus Philippe Otto qui est arrivé en fin de mercato, mais avec Cartona, avec Honora, avec évidemment Le Doiron, Mounier, Charbonnier dans l'axe. Il y a moins peut-être de monde dans l'axe du milieu de terrain. Donc en effet, ça crée ce petit dilemme à résoudre. Il y a pas mal de monde finalement, il y a Batokyo, Mbok, Magnetti, mais en fait on ne sait pas vraiment ce qu'ils valent en Ligue 2 par exemple. Batokyo avait été plutôt bon. Mbok quand il est rentré l'année dernière c'était plutôt de qualité aussi. En plus il est formé au club, il est brestois donc il a évidemment un peu l'avantage sur les autres, en tout cas dans le cœur des supporters. Mais c'est vrai qu'on ne sait pas vraiment sur quoi se projeter. La doublette Belkebla Diallo était gravée maintenant depuis 2 ans sur les feuilles de match. Donc c'est vrai que c'est compliqué de savoir. Yann en préparant ce podcast avait aussi émis l'idée d'un changement de système. Est-ce que tu penses que voilà, on a beaucoup d'ailiers, donc c'est problématique, mais un passage en 3-5-2 pourrait être une des solutions? Bah, alors dans ce cas-là, 3-5-2 avec Fèvre en relayeur, c'est comme ça que vous l'imaginiez? Ou derrière Mounier, Charbonnier, quoi. Oui, Finalement, ça peut être un ouais. 4-2, non, 3-4-1-2, 3-4-2-1, ouais, 3-4-1 ou 2 ou 2-1, quoi. Ouais, après c'est vrai que quand on connaît l'apport offensif de Perrault, ça peut convenir tout à fait à ses qualités. Après c'est pareil, la question c'est est-ce que vous avez 3 défenseurs centraux qui en valent la peine. Oui, il y a Duverne, Chardonnay et RL, mais est-ce que sacrifier un élément plus offensif au profit d'un troisième central, ce serait le plus opportun? Je suis pas sûr. Et en plus, il y a un équilibre qui était trouvé là avec cette animation qui est vraiment caractéristique d'Olivier Dalloglio, qu'ils ont travaillé pendant toute la préparation avec ce 4-2-3-1 qui se déforme en gros en 3-1-5-1 en phase offensive, généralement, même s'il y a la liberté de Fèvre qu'on a évoquée. Je suis pas sûr que ce soit vraiment dans les plans, mais en tout cas, il y a un sacré défi de contenter tout le monde sur le plan offensif, notamment Honora qui a été très peu titulaire alors que c'est la record du club. En effet, Philippe Otto qui arrive aussi, qui vient de s'ajouter. Ce serait intéressant de voir en tout cas ce qu'en fait Dalloglio de tout ce beau monde offensivement. Yann, le mercato, on en a parlé un peu brièvement dans un podcast précédent.
voilà, il y a le doigt rond, il y a faire les révélations. Je voulais revenir aussi sur l'apport de Ronald Pierre-Gabriel, qui est sûrement une valeur ajoutée par rapport à Fossurier l'année dernière au poste de latéral droit. Qu'est-ce que tu penses de son début de saison à Ronald Pierre-Gabriel, qui peut-être compense un peu les montées de Perrault avec un joueur un peu plus solide sur le côté droit? Je l'avais dit, hein, aucun souci à dire, j'avais énormément de doutes moi sur Ronald Pierre-Gabriel. Mais au final, effectivement, il donne raison déjà sur le plan défensif, mais même au final, sur le plan offensif, je le trouve pas inintéressant, notamment dans ses déplacements. Bien sûr, avec le ballon, j'ai encore quelques doutes, mais je trouve que c'est un garçon qui est bien plus intelligent que ce que j'imaginais, tout simplement. Pour le coup, là, on a vraiment l'impression qu'on a un latéral droit vraiment niveau Ligue 1, alors que le Fossurier l'année dernière était peut-être un peu plus Ligue 1,5, comme j'aime bien les appeler. Mais c'est vrai que t'en as parlé, Julien, le mercato offre davantage de possibilités. Et il y a aussi des joueurs qui progressent depuis l'année dernière, et notamment Romain Perrault, tu en as parlé avec l'apport des latéraux, hein, qui est inhérent au système de Loglio, mais pour le coup, Romain Perrault est peut-être le meilleur exemple avec une progression assez impressionnante depuis l'année dernière à la même époque, et surtout un joueur qui devient de plus en plus décisif, avec 2 buts et 2 passes décisives depuis le début de saison. Ouais, et il y a eu un gros travail. Olivier Dalloglio me disait sur lui, sur un petit peu le travail invisible qui lui permet de se projeter de manière plus efficace vers l'avant, sur l'orientation du corps, sur ses prises de balle par exemple, pour le permettre de vite franchir son adversaire et aller plus dans le coin adverse. On sent qu'en effet qu'il est à l'aise dans ce système-là. En fait, c'est vraiment une organisation en plus qui valorise son apport offensif. Il a souvent en plus les courses le doigt rond autour de lui, ou les ballons de Fèvre, les remises éventuellement de Charbonnier, avec en plus maintenant dans la surface la présence de Mounier. Donc il y a à la fois des personnes qui vont alimenter ses montées, et puis lui aussi pour ses centres, il a du monde à la retombée. Donc c'est pas finalement une surprise de voir un latéral briller comme ça. Après pour lui, en effet, c'est une validation de sa progression en Ligue 1, et c'est intéressant de le voir réussir à s'imposer. Alors qu'il y avait pu avoir quelques doutes. Il avait été très bon en Ligue 2 au Paris FC, il n'avait pas réussi vraiment à s'imposer à Nice. Et donc là, il arrive dans un système qui vraiment valorise ses qualités, à montrer tout son talent. Et justement, est-ce que l'arrivée de Mounier, je crois que c'est tes collègues de Vue du Banc qui disaient que c'était largement le meilleur joueur, en tout cas le meilleur attaquant au niveau aérien depuis le début de saison, avec plus de 50% de duels gagnés, je crois, de la tête. Est-ce que l'arrivée de Mounier entre parfaitement dans ce que recherche Dalloglio? Est-ce que c'était vraiment le profil qu'il fallait au Stade Brestois, plutôt qu'un joueur un peu plus rapide ou percutant, ou quelqu'un qui peut prendre la profondeur? Ouais, je pense que Olivier Dalloglio aime bien avoir ce profil-là, qui peut paraître un peu à contre-temps avec le reste de son approche. Il y avait Tavares par exemple, exactement à Dijon. Parce que ça offre une alternative au final, et ça rend l'équipe encore moins prévisible. C'est vrai qu'il n'y a pas de circuit de relance très très automatisé, c'est beaucoup lié d'abord à un placement qui est défini, certes, mais à partir de ce placement, les joueurs vont un petit peu pouvoir exprimer leur créativité. C'est un mot sur lequel Olivier Dalloglio insiste beaucoup. À partir du positionnement défini, les joueurs ont cette créativité à exprimer. Mais parfois, l'adversaire va faire qu'on ne pourra pas ressortir depuis l'arrière. Et donc, il y a ce recours Steve Mounier devant pour allonger. On sait que Charbonnier a beau être grand, c'est pas un grand adepte du jeu aérien. En effet, Steve Mounier, depuis qu'il est arrivé, il a directement pris la tête des statistiques en termes de duels aériens remportés, alors que c'était Gaëtan Laborde qui était largement leader depuis le début de saison. Et donc il offre à la fois cette garantie-là. En plus, voilà, c'est pas un joueur qui est trop maladroit non plus, qui peut éventuellement s'inscrire dans le jeu combiné avec les éléments autour de lui, avec Charbonnier derrière lui, avec les dézonnages de Fèvre, avec les courses de Le Doiron. Et puis en plus dans la surface, voilà, c'est un bon finisseur. Il offre sa présence, son jeu de tête. On l'a déjà vu buteur de cette manière-là. Je trouve que c'est vraiment un excellent coup. Et alors c'est presque faire offense à Brest de dire c'est curieux de ne le voir qu'à Brest entre guillemets. Mais c'est un très bon coup en tout cas d'être allé le chercher à Huddersfield, où peut-être que les clubs de Ligue 1 l'avaient un peu oublié, alors que quand il s'en va en Angleterre, il avait fait une super saison avec Montpellier, après déjà une très belle saison aussi en Ligue 2 avec Nîmes. Et non, c'est un très bon coup qui en plus cadre avec le profil qu'aime avoir Olivier Dalloglio pour compléter les éléments créatifs et rapides qu'il aligne autour de lui. Je ne sais pas si tu l'as déjà entendu parler également, Julien.
Sûrement à l'époque d'Huddersfield, mais là pas depuis qu'il est revenu. Parce que faudrait peut-être que tu regardes sa conférence de presse de présentation. C'est vraiment un type qui a l'air très éduqué et très charmant, qui s'exprime vraiment très très bien et qui est très intéressant quand il parle. Donc ça ne gâche rien. Voilà. Et je pense que ça montre aussi son côté intelligent qui démontre un peu sur le terrain également. J'avais juste une question, moi, qui au final est reliée tant au Capero qu'au Camounier, c'est que tu évoques beaucoup la créativité, évidemment des joueurs offensifs, mais également des défensifs. Et il y a peut-être un joueur, après, J'allais y venir, parfait. C'est Jean-Kévin Duverne. Ouais. Après, pour moi, à mes yeux, c'est quelqu'un qui est indispensable. Mais paradoxalement, j'ai l'impression qu'il serait pas forcément titulaire dans les autres clubs de Ligue 1. Déjà, moi j'ai une question pour vous les Bressois. Pourquoi il est capitaine Jean-Kévin Duverne à 23 ans? Enfin, on se posait la question à la rédaction de Téléfoot d'ailleurs. On aurait peut-être pu poser la question, mais pourquoi il est titulaire à 23 ans alors qu'il est arrivé, c'est quoi, c'est sa deuxième saison seulement? Qu'est-ce qui fait qu'il est titulaire? Qu'il est capitaine. Qu'il est capitaine, pardon. Alors, beaucoup de capitaines sont partis déjà cet été. Donc la question c'était de savoir qui allait devenir capitaine cette saison. Et le brassard a pas mal changé depuis, notamment pendant la préparation, avec Lannes qu'il a eu, je crois que Larsonneur l'a eu, Duverne évidemment, quelques Faussurier quand il jouait également. Mais c'est tombé sur Duverne, après on sait pas vraiment pourquoi, parce que quand on le voit jouer, c'est vrai qu'il a pas vraiment l'âme du capitaine ou le charisme de la capitaine, et voilà, ces matchs à huis clos nous permettent aussi d'entendre un peu ce qui se dit sur le terrain. Et moi j'ai pas été encore au stade, mais c'est vrai que les retours qu'on a c'est depuis le terrain ou depuis le stade, c'est que c'est pas vraiment celui qui parle le plus non plus. Donc peut-être que c'est quelqu'un qui parle dans le vestiaire, qui peut-être c'est pour le responsabiliser, et qu'il y a d'autres, un joueur comme Charbonnier a peut-être pas le caractère du capitaine, même s'il parle beaucoup avec les joueurs, avec l'arbitre. Mais je pense que c'est pour le responsabiliser et le faire passer un cap. C'est ma théorie en tout cas. Après, pour répondre à la question initiale, je le trouve. J'ai souvent beaucoup de mal à vraiment juger des défenseurs parce que dans la manière dont je regarde les matchs et les séquences, je suis pas focalisé sur l'apport individuel, sur les matchs individuels des défenseurs. Mais ce que je trouve sur les faces avec ballon, c'est qu'il remplit bien le rôle qu'attend Olivier Dalloglio de ses défenseurs centraux. C'est-à-dire que quand il y a un décalage qui est créé sur la première relance et qu'il a de l'espace devant lui, il n'hésite pas à aller l'attaquer, à aller créer une supériorité pour ensuite fixer les milieux adverses et soit décaler Perrault, soit aller trouver un des milieux entre les lignes. Donc je pense que sur cet aspect-là, il remplit son rôle vraiment parfaitement. Après, il faudrait que je me concentre un peu plus, que je revoie d'autres images sur son jeu défensif spécifique à lui pour me faire vraiment une idée. Mais je pense pas qu'on puisse dire que ce soit l'un des responsables des difficultés avec les buts encaissés depuis le début de saison en tout cas. Justement, est-ce que tu dirais que, j'en parlais tout à l'heure, je pense que Brest encaisse plus de buts qu'il ne devrait. Est-ce que, à travers ça, Brest ne concède pas beaucoup d'occasions finalement par rapport au nombre de buts qu'il encaisse? Est-ce que tu dirais qu'il y a un problème défensif au stade brestois? Est-ce que Brest est fragile finalement? Disons qu'il y a une certaine fragilité, comme on le disait tout à l'heure, dans la gestion des matchs, dans le sens où si l'efficacité ne vient pas concrétiser les temps forts avec souvent des gros temps de domination par le jeu, le style fait que Brest va se retrouver un petit peu exposé, et que s'il y a une erreur, s'il y a une transition adverse qui est bien menée, en effet, ça peut donner une occasion de qualité et puis vite un petit peu annihiler tout ce qui a pu être bien fait avant. Le match contre Angers, on est un petit peu symptomatique. Il y a au moins deux grosses occasions, je crois, avant la mi-temps de prendre vraiment de tuer le match et d'être à l'abri. Et c'est pas fait. Et puis au final, le match est renversé sur notamment un coup de pied arrêté. Et c'était comme ça un petit peu contre Marseille aussi, où ce sont des coups de pied arrêtés qui ont décidé du match. Il y a contre Lorient le score n'est que de 3-2 alors que, je crois que c'est sur une erreur en fin de match, alors que il y aurait eu moyen d'avoir un score un peu plus franc. Voilà, il y a ces difficultés-là. Après, il faut pas oublier le 4-0 à la première journée contre Nîmes, qui est pas révélateur du niveau de Brest et qui vient un peu plomber le bilan défensif, puisque forcément les 4 buts encaissés sur les 12 au total, sur un match où l'intensité, le rythme de Nîmes avait un petit peu tout emporté, et puis Olivier Dalloglio avait d'ailleurs attendu une réponse à ce niveau-là contre Marseille qui avait été donné sur le terrain, même si les résultats n'avaient pas été au bout, avec encore 3 buts encaissés certes, mais je pense qu'il faut réussir aussi à lire de manière un peu,
on a ce bilan global, mais en allant étudier match par match un petit peu les raisons, je pense qu'il y a moins de raisons d'inquiétude que pour d'autres équipes. Est-ce que tu dirais, par exemple, Yann, en tant que gardien évidemment au niveau district, hein, mais au gardien quand même, hein, est-ce que tu dirais que, évidemment, l'Arseneur ne performe pas au niveau qui était le sien l'année dernière, mais il n'y a pas vraiment de signe d'inquiétude. Personne ne doute que l'Arseneur va récupérer le niveau de l'année dernière. Après, c'est vrai qu'actuellement, c'est le seul gardien qui a un ratio de tirs cadrés et de buts encaissés qui est à moins de 50%. Donc c'est vrai que c'est assez dramatique quand on est supporter brestois. Mais Yann, voilà, il n'y a pas non plus raison de flipper outre mesure. Non, parce que même s'il prend plus de buts qu'il ne devrait, en soi, pour l'instant, il n'y a pas eu... Si, il y a eu l'erreur contre l'Orient, mais sinon, il n'y a pas eu énormément d'erreurs fatales. Par contre, il y a un point sur lequel je suis un peu inquiet, on va dire, pour le cas Larsonneur, c'est son jeu au pied qui, je trouve, s'est considérablement dégradé depuis la saison dernière. Et on l'a vu notamment contre Angers, ça pose des soucis de cohérence à l'ensemble de l'équipe. Mais est-ce que c'est pas lié finalement? Voilà, il fait moins d'arrêts, du coup il est moins en confiance, et du coup son jeu au pied empathie, il prend moins de risques. C'est une possibilité, je sais pas, mais on connaît assez le garçon pour savoir qu'il mentalement il est très fort et qu'il reviendra à son haut niveau. Tout à fait. En tout cas, on nous le souhaite en tout cas. Alors on a parlé tout à l'heure de Diallo, on va peut-être parler un peu de Romain Fèvre, on a brièvement abordé le sujet, mais c'est vrai que tu parlais de la révélation, en tout cas l'une des révélations depuis le début de saison. C'est vrai que moi j'étais plutôt partisan je trouvais que l'année dernière on manquait de talent offensif et qu'on avait du mal à faire les différences finalement individuellement, et qu'il manquait un joueur comme Adrien Thomasson. Je trouvais qu'il arrivait à faire le lien entre le milieu et l'attaque, qui pouvait marquer entre 6 et 8 buts par saison. Et pour le coup, Romain Fèvre est une véritable surprise, parce que pour moi, il coche un peu toutes ces cases. Il est capable de créer par le dribble et la passe. Maintenant, il est international à espoir. Il est impliqué dans beaucoup d'actions qui amènent à un tir, 24, donc c'est dans la même zone alors un peu moins que Savanier, dans la même zone que Depay, Rafinha, Di Maria, Kakuta, Neymar. 7 matchs en Ligue 1, hein, donc Romain Fèvre, 1 avec Monaco et 6 maintenant avec Brest. Est-ce qu'il j'imagine qu'il te surprend aussi, hein, puisque voilà, il a finalement, comme je l'ai dit, moins de 10 matchs en Ligue 1. Mais est-ce qu'il est indéboulonnable maintenant pour toi, Julien? C'est pour moi l'une des révélations de ce début de saison, ça c'est clair. Moi déjà en plus je suivais moins la Ligue 1 ces 4 dernières années, puisque je travaille sur la Première Ligue et les Coupes d'Europe, donc de base j'avais très peu de chance de pouvoir m'intéresser à un joueur qui ne jouait pas à Monaco. Donc de le voir là, c'était un petit peu déjà une surprise de le voir titulaire d'entrée, un petit peu comme le Doiron aussi d'ailleurs, dans un registre différent. Mais c'est clair que son talent est indéniable et qu'il apporte beaucoup. Et c'est vrai que oui, il a ce profil un peu différent du joueur capable à lui seul de faire un décalage, là où tous les autres finalement s'appuient beaucoup plus sur du jeu collectif. Alors Charbonnier, c'est pas un joueur qui va dribbler, il va être intéressant pour le jeu combiné, par ses remises, par le jeu court autour de lui. Mounier va pouvoir servir de point d'appui pour ça aussi, mais Fèvre a quelque chose de différent à ce niveau-là, c'est qu'il va amener de l'imprévu, il va amener à la fois par ses déplacements d'ailleurs et par ses dribbles, hein, pas seulement par le dribble. Donc il amène cette touche de créativité, on y revient, cette notion qui tient à cœur à Olivier Dalloglio. Donc je pense que oui, aujourd'hui Brest a vraiment besoin d'un Fèvre dans son équipe pour magnifier et puis oui, pour donner une dimension encore supérieure à son animation offensive, pour pas qu'elle soit trop scolaire, pour qu'elle prenne l'adversaire par défaut, en surprise. Il a une intelligence dans le déplacement, dans les zones où aller faire des décalages, et puis ensuite une faculté à éliminer qui évidemment donne beaucoup pour l'animation brestoise, qui est une équipe très joueuse, on le dit, mais qui sur le papier n'a pas le talent individuel des plus gros du championnat. Donc avoir un joueur comme ça change beaucoup de choses. C'est vrai que c'est surprenant de le voir à Brest pour 400 000 euros, hein, on le répète, et finalement à Monaco qui aurait peut-être eu besoin d'un joueur comme ça depuis le début de saison. Juste pour compléter sur la question de Romain Fèvre, on l'a présenté comme étant un joueur qui adorait jouer dans l'axe, qui adorait jouer entre les lignes. Au final, pour l'instant à Brest, il joue sur le côté. Bon, certes, il se balade un peu partout sur le terrain, mais à terme, toi, tu le vois plus s'imposer toujours sur un côté ou revenir dans l'axe? Là, il est bien dans cette animation-là, au final, où
Parce qu'en fait, c'est aussi lié à la phase défensive, ce placement. À la base, en effet, on le place sur le papier dans un couloir parce que Brest défend en 4-4-2. C'est exigeant sur les joueurs de côté, mais on le verrait pas. Enfin, moi, je le verrais pas défendre dans les deux du milieu. Défensivement, soit on le met sur un côté, soit il est dans les deux de devant. Donc c'est pour ça qu'on peut peut-être l'imaginer si Charbonnier n'est pas là en soutien de l'avant-centre, ça peut aussi marcher. En fait, c'était le cas contre Nîmes, il me semble. Lors de la première journée, c'est possible. Parce que Charbonnier revenait de blessure ou quelque chose comme ça, et il était derrière l'attaquant. Oui, alors, je dis pas de bêtises. Ouais, c'est vrai qu'il y avait Honora Le Doran sur les côtés, et puis lui, il était sous Cardona, ouais. Mais voilà, donc ça peut être la configuration qui lui convient aussi, parce qu'il a la même liberté que s'il est un petit peu axe droit. En sachant que voilà, dans cette animation, Olivier Dalloglio n'a pas d'ailier, quoi. Donc les joueurs qui défendent sur un côté, offensivement, ils se recentrent pour ouvrir le couloir aux latéraux. Faut voir qui change de club, il faut qu'il retrouve cette animation qui vient le placer entre les lignes avec beaucoup de liberté, et qui pas une animation qui vient le laisser coller à la ligne de touche. Et donc l'une des idées principales d'Olivier Dalloglio, ce sont les permutations offensives. Tu parlais tout à l'heure d'un 3-1-5-1, c'est ça? Ouais, c'est comme ça que ça se déforme, avec un milieu qui décroche entre les deux centraux pour faire une ligne de 3. Le deuxième 1, c'est le deuxième milieu qui reste un petit peu en point de fixation. Les deux latéraux qui occupent la largeur assez haut, et donc les trois offensifs qui viennent à l'intérieur. Et puis une pointe. Alors après, c'est jamais figé, évidemment, ça bouge beaucoup parce que, comme tu évoquais, il y a pas mal de permutations au sein de ces lignes. Et est-ce qu'il y a alors on en parlait rapidement avant d'enregistrer ça, mais tu as 60 matchs de Ligue 1 sur 60 cette saison que tu as regardé. Donc voilà, on peut faire des petites comparaisons. Est-ce qu'il y a une équipe de Ligue 1 qui permute autant offensivement que Brest? Alors sur cette flexibilité tactique, ça se retrouve dans pas mal d'équipes. Alors c'est pas partagé par tous. Mais on voit Lille, par exemple, très souvent varier. Alors, c'est pas toujours vers le 3-1-5-1. Je crois qu'il en fait une ou deux fois, mais c'est plus généralement vers un 3-2-4-1. Alors, Bordeaux l'a fait aussi un petit peu. Paris, ça lui arrive, même si cette année en Ligue 1, c'est un peu plus classique, entre 4-4-2 et 4-3-3. Rennes peut le faire un petit peu également, parce que ce sont des équipes finalement qui... en fait, c'est un petit peu la caractéristique de toutes les équipes qui veulent faire le jeu, qui veulent construire par du jeu placé et combiné. Je sais que Nice par exemple, son 4-3-3 se déforme aussi vers un 3-4-3 ou un 3-5-2 parfois, donc il y a un petit peu les mêmes principes qui peuvent s'exprimer là. En fait, ce qui va faire la différence entre toutes ces animations, ça va être, est-ce que ce sont les deux latéraux qui vont vraiment apporter de la largeur, ou est-ce que, comme parfois à Lille, il y en a un qui fait le troisième central et le deuxième devient ailier, ce qui du coup change un petit peu la manière dont ça s'articule, mais c'est un petit peu les mêmes principes qui se font. Donc en fait, c'est une approche assez moderne finalement, ce qu'on voit avec Guardiola, qu'on voit avec Klopp aussi, qu'on voit dans pas mal des grandes équipes dominatrices en Europe. Et c'est intéressant de voir une équipe comme Brest s'intégrer dans cette tendance du foot moderne, quoi, de pas être dans le cliché de l'équipe de milieu de tableau de Ligue 1 en mode bloc médian, 4-4-2 et transition, et sans trop de plus d'idées sur les attaques placées, quoi. On a une vraie équipe qui développe des principes de jeu tout à fait en prise avec les tendances majeures du foot moderne actuel. Et on a l'impression aussi que l'effectif est construit pour ça. Et ça, c'est agréable. Ça veut dire que j'imagine que le coordinateur sportif et l'entraîneur sont en phase par rapport aux arrivées et au départ. Des joueurs comme Charbonnier, des joueurs comme Fèvre sont vraiment dans cette idée-là de jouer au foot, quoi. Et ça, c'est voilà, si on les mettait à Dijon, par exemple, ça marcherait pas. Donc c'est agréable de voir des joueurs qui sont dans leur élément et qui sont un peu magnifiés par le travail de l'entraîneur. Oui, il y a clairement la volonté d'avoir à la fois des joueurs qui vont être bons techniquement, qui vont être capables de prôner ce jeu combiné. Il y a quelques grands gabarits, certes. Charbonnier, c'est un peu trompeur parce que c'est un faux grand gabarit. Il a plus une âme de joueur de 10 cm de moins. Mais quand on regarde les éléments offensifs, finalement, Mounier, c'est un petit peu le seul grand gabarit. Le reste, c'est plus des rapides ou des techniques, en effet. Donc c'est intéressant, même au milieu de terrain, quand on avait Belkebla, Diallo, c'est plus du petit gabarit vif qui va mettre du rythme dans le jeu par la course et puis par des passes assez verticales plutôt que des destructeurs purs et durs. Donc c'est intéressant de voir qu'il y a cette vraiment unité en effet entre recrutement et l'idée de jeu voulue par l'entraîneur.
Alors, t'as coécrit l'Odyssée du 10. Est-ce que Gaëtan Charbonnier est l'ultimo dies? Bah, il a un registre intéressant en tout cas. C'est vrai que c'est Un joueur un peu hors du temps. ouais, c'est ça. Mais hors du temps, enfin, qui casse un peu l'a priori qu'on aurait par rapport à sa taille, c'est un joueur curieux, mais qui apporte beaucoup à Brest au final, parce qu'il a une touche technique indéniable. Il fait un duo sur le papier, quand on regarde Charbonnier, Mounier, deux grands gabarits devant, on se dit est-ce que c'est complémentaire? Mais en fait oui, parce que c'est pas du tout le même style de jeu. Et puis il peut alimenter les joueurs autour. Le Doiron, ça le complète bien. Avec Fèvre aussi, ça permet de trouver un appui pour du jeu combiné. Donc, dans la philosophie d'Olivier Dalloglio, encore une fois, ça le met dans les meilleures dispositions. Contrairement à quand il était arrivé à Montpellier, où ils avaient essayé d'en faire vraiment un neuf pur et dur devant, c'est pas du tout son registre. Donc là aussi, c'est encore une fois un système qui met en valeur ses qualités. Alors, tu n'es peut-être pas sans savoir que Jérémy Le Doiron, soit on aime, soit on n'aime pas. Et on n'est pas indifférent par rapport à Jérémy Le Doiron. Il y a certains qui disent que voilà, il a pas vraiment le niveau, en tout cas technique, pour jouer dans une équipe comme Brest. Si tu étais Olivier Dalloglio, comment tu argumenterais le choix de démarrer Jérémy Le Doiron à tous les matchs depuis le début de saison? C'est vrai que c'est aussi quelque chose qui me surprend un petit peu quand on voit les joueurs qui sont laissés sur le banc surtout. C'est un joueur qui apporte beaucoup par ses courses en profondeur déjà. C'est vrai que techniquement c'est pas le joueur le plus fin. C'est pas, voilà, il a des lacunes dans le jeu de passe, dans le petit jeu, enfin, c'est pas le joueur qui va toujours sortir le bon geste au bon moment, ou en tout cas le geste inattendu qui va faire la différence. Mais une équipe a aussi besoin de joueurs à volume de course, de joueurs qui créent des espaces pour les autres de cette manière-là en fait. Parce que pour le jeu de Brest avec ces offensifs qui viennent entre les lignes, les adversaires le savent, l'ont observé évidemment, et leur objectif c'est de mettre en place un bloc compact qui va fermer ces espaces entre les lignes. Et un joueur comme le Doiron finalement va ouvrir des espaces parce qu'il va être une menace un peu constante en profondeur et donc faire reculer la défense et ouvrir ces espaces entre les lignes. Donc c'est pas en effet le joueur qu'on va le plus retenir dans ce début de saison brestois, mais c'est un élément intéressant. Après, c'est vrai qu'est-ce que d'ici quelques semaines, je parierais sur le fait qu'il sera encore titulaire? Non, mais j'aurais pas non plus parié sur le fait qu'il serait un titulaire indéboulonnable depuis le début de saison. Donc c'est que Olivier Dalloglio juge son apport par ce profil-là de volume de course, etc., supérieur à ce que pourraient apporter peut-être des Honora ou des Cardona ou des Philippe Otto qui ont peut-être un profil un peu différent, un peu moins dans l'effort, un peu moins dans le sacrifice entre guillemets. Bon, on va pas dénigrer un petit peu, ça fait presque un petit peu dénigrer le côté joueur de foot que peut avoir un Le Doiron, parce qu'il a fait aussi quelques bons petits gestes techniques, parfois des bonnes déviations en talonnade, etc. Mais voilà, moi je l'imagine plus son apport par rapport à ces courses en profondeur qui vont créer des espaces pour les autres. Il y a ce côté peut-être équilibre qui est recherché par rapport à des Fèvres, des Charbonniers. Ouais, après oui, parce que disons que c'est intéressant parce que lui vient pas demander forcément le ballon entre les lignes, mais vient plutôt se placer dans la ligne défensive comme Mounier. Donc ce qui fait que finalement le 3-1-5-1 est parfois un 3-1-4-2 si on joue encore sur la dénomination numérique, et dans des espaces en plus un petit peu intermédiaires entre le central et le défenseur latéral adverse. Donc c'est toujours créer un peu de l'incertitude au profit des autres finalement. Et alors d'autres joueurs, je pense que sur le banc seraient capables de le faire aussi. Peut-être que c'est une question de temps, d'adaptation pour Honora, pour Philippe Otto éventuellement pour rentrer dans ce 11. Mais bon, c'est toujours aussi sympa de voir un joueur avec son parcours réussir à s'imposer, même si oui, peut-être il peut être un peu critiqué pour ça, mais on va le juger aussi à cette aune-là. En fait, si c'était un joueur qui venait d'un autre niveau que la N2 ou N3, est-ce qu'on porterait un regard aussi dur sur son niveau technique? Je sais pas, peut-être. Je vais pas faire de procès d'intention, mais en tout cas, Olivier Dalloglio est forcément satisfait s'il l'aligne à chaque match. Et s'il y a peut-être un entraîneur qui connaît les joueurs amateurs et qui arrive à les faire passer un cap, c'est peut-être Olivier Dalloglio qui l'a fait avec Pierre Lesmelou notamment, Philippe Otto également, je crois, si je dis pas de bêtises. Oui. Donc voilà, il est peut-être entre de bonnes mains, Jérémy Le Doiron. Pour terminer, puisque j'avais dit une demi-heure et ça fait maintenant presque 45 minutes qu'on est là, Yann, je vais commencer par toi.
quels sont les axes de progression du Stade Brestois pour cette saison? Il y en avait un qui était un axe majeur, c'était les prestations à l'extérieur par rapport à l'année dernière, qui ont été plus ou moins réglées depuis le début de saison. Il y a toujours quelques lacunes, mais c'est bien mieux en tout cas. Alors est-ce que le fait que les matchs se déroulent devant 5000 spectateurs et dans des ambiances un peu moins feutrées, ça nous a pas empêché de prendre 4-0 à Nîmes, mais c'est pas très grave. Voilà, quels sont les axes de progression pour toi, Yann, sur cette suite de saison, en tout cas 2020-2021? Je pense que le premier est évident, tous les supporters brestois le savent, c'est la gestion des coups de pied arrêtés, surtout défensif, parce que offensivement, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant que l'an dernier. Mais effectivement, si tu concèdes un but sur coup franc, corner à chaque match, tu peux pas forcément aller loin. Après, j'ai un peu des doutes sur la capacité de Brest à pouvoir continuer à ce rythme, notamment physique, dans le sens où pour l'instant ça se crée énormément d'occasions, il y a énormément de déplacements. Est-ce que ce sera toujours le cas en janvier? Je sais pas trop. Même question pour toi Julien. Il y a ce qu'on a évoqué, cette gestion des temps forts, temps faibles dans un match, réussir à concrétiser peut-être un peu plus les grosses phases de domination qu'il peut y avoir. Et en effet, c'est lié aussi à la gestion des coups de pied arrêtés défensifs. Quand l'équipe est mise sous pression, réussir à ne pas concéder de but, parce que c'est pas non plus une équipe qui a beaucoup de marge, le Stade Brestois. Et si les attaquants sont dans un jour sans, est-ce que aujourd'hui les supporters ont confiance en le fait que l'équipe restera solide pour finir un match sans encaisser de but? Alors contre Monaco, ça a été le cas. Alors ça a peut-être été un petit peu chanceux parfois, parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de situations monégasques qui auraient pu peut-être conduire à un résultat nul un peu plus logique. Mais bon, après les affiches qui vont s'annoncer, alors il y a un déplacement à Nantes qui peut être intéressant. Alors, c'est sur le papier une philosophie un petit peu similaire, même si je trouve que Brest a un style de jeu mieux développé cette saison que Nantes, où c'est un peu stéréotypé. Après il y a la réception de Strasbourg où la Brest doit gagner. Puis après il y a Rennes, Lille, Saint-Étienne. Ce sera un bon triptyque de matchs pour juger comme ça après un peu moins d'un tiers du championnat, vers la 11e journée, où on sera vraiment le Stade Brestois face à des adversaires qui, comme Rennes et Lille, ont eux aussi des principes de jeu bien clairs, bien appliqués, et peut-être une maîtrise supérieure, et puis des éléments individuels bien évidemment un cran au-dessus. Ce seront deux bons tests en tout cas, Rennes et Lille là, fin octobre, début novembre. Bien, parfait. Je crois qu'on a fait le tour sur ce début de saison brestois. Encore merci, Julien, donc qui officie donc sur Téléfoot. On espère que tu continueras à prendre du plaisir chaque semaine devant le Stade brestois. Je l'espère autant que vous. Ouais. Et et l'année prochaine évidemment aussi, toujours en Ligue 1, parce que ce serait dommage de voir le Stade Brestois en Ligue 2. Bon, je pense que vous avez une bonne marge cette saison. Je pense qu'il n'y aura pas à s'inquiéter. Puisses-tu dire vrai en tout cas. Sur ce, je te remercie encore une fois. Yann, je te remercie également d'avoir passé ce 51e épisode de Brest On Air avec nous. À la semaine prochaine, même heure, même endroit. Et allez Brest.